Bonjour, bonjour. Dans ces échanges et ces moments particuliers que nous allons commencer, tout de suite, je ne suis pas seul, je suis avec Clément Boyer qui nous accompagnera aujourd'hui. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir dans ces échanges et j'espère qu'on va en avoir un certain nombre très fructueux. On a préparé quelques sujets un peu piquants, un peu… Ça peut l'être, ça peut l'être. Ça peut être un peu décalé. Voilà, on va explorer, essayer d'aller aux frontières, à des frontières. Voilà. Je voudrais que tu te présentes quand même. Bon, tu es un peu un spécialiste de l'hypnose et de la PNL. Un peu beaucoup. Alors, bon, moi, mon prénom, c'est Clément, mon nom Boyer. Je suis enseignant en PNL, mais aussi psychopraticien, utilisant beaucoup la PNL, mais aussi l'hypnose et d'autres approches ou d'autres techniques. Je suis formé à l'hypnose et je fais beaucoup de coaching en entreprise, beaucoup de coaching individuel aussi. Et je suis par ailleurs spécialiste, enfin spécialiste, c'est un grand mot. En tout cas, je fais des formations et j'accompagne des entreprises dans les domaines des méthodes avancées de l'apprentissage et des méthodes de créativité. Un grand spécialiste de la créativité, oui. Bah, ça me plaît bien, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, étant naturellement porté à la production d'idées en non-stop. J'en ai fait, j'en ai fait aussi une compétence parce que j'ai appris des techniques, je suis allé me former, j'ai beaucoup travaillé par moi-même aussi, expérimenté. Voilà. Et la créativité est un domaine qui m'intéresse et qu'il ne faut pas confondre, on verra, avec la démarche artistique. La démarche artistique, c'est particulier, mais chaque domaine a ses logiques particulières. La créativité est une logique particulière. Ah, totalement d'accord avec toi. Même si des fois, pour moi, elle est un peu inaccessible. Parce qu'on ne la représente pas bien. Je pense que souvent, la créativité est quelque chose que l'on arrive à découvrir quand on en fait l'expérience. Oui. Tant qu'on n'a pas fait une expérience forte, c'est comme si on avait des portes qui étaient pas ouvertes, comme comme les trucs de chemin de fer là, quand tu dois changer de voie là. Des aiguillages. Et voilà, il y a un aiguillage qui est fermé, et celui souvent de la créativité, il est fermé pour beaucoup de gens. Mais il est fermé parce qu'ils ne savent pas comment l'ouvrir, ils l'ont jamais ouvert, ils n'ont pas eu les permissions pour l'ouvrir. Or, on s'aperçoit quand on fait de la créativité qu'on a tous des niveaux différents et on a des styles de créativité différents. Mais quand on ouvre la machine à produire des idées, après, ça ne s'arrête pas. C'est une question d'aiguillage. Il est des fois un petit peu rouillé le levier de l'aiguillage, mais si on arrive à l'axer dans le bon sens, ça le fera bien. Ouais. C'est assez souvent lié à des injonctions reçues dans l'enfance, hein. Des permissions ou des interdictions. Parce qu'on s'aperçoit que c'est peut-être pas vrai tout le temps. Enfin, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais on dit souvent que les enfants sont naturellement créatifs. Dans le sens, ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des mondes, ils s'inventent des possibles. Ils sont quand l'enfant de 0 à 14, 15 ans, après, il est dans d'autres façons de fonctionner. Et jusqu'à l'adolescence, en fait, il rêve que les choses soient possibles et il les rêve possibles. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette créativité refoulée, finalement, elle fait partie de notre parent d'ombre au sens jungien. Moi, je suis persuadé de ça. Ce que les autres, et que nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons refoulé
il s'y autorisait. Il y a Bandler qui fait une super expérience avec ça. Il met des gens en état d'hypnose et après, il leur donne des instruments, des pinceaux, et il les lâche sur de la créativité artistique là où ils ne s'étaient jamais autorisés avant. Et ça débloque plein de choses. Ben voilà, mais ce que propose, ce qui est intéressant dans la proposition de Bandler ou dans ce genre de proposition, parce qu'on peut inventer plein de façons de processus de ce type-là. Ce qui est important, c'est le fait de faire une expérience. C'est le fait de passer en fait l'accès à la créativité par de l'expérience, c'est-à-dire à travers le corps, à travers quelque chose qui est ressenti, qui se traduit après émotionnellement par un état particulier et qui fait que la croyance s'installe, c'est possible. La croyance se génère par le vécu. Voilà. Alors que si tu as reçu des injonctions qui disent le contraire, qui t'ont bridé, qui t'ont interdit, c'est pas le moment, tu dessines trop, arrête de dessiner sur les murs, je sais pas, tout ce qui peut arriver, qu'on a plus ou moins vécu, pour X raisons. Hein. Je comprends certains parents pour le dessin sur les murs. Ouais. Ben oui. Moi, j'avais une petite fille que je connaissais, une petite fille, la fille d'Ami, qui, par une période, elle écrivait partout où elle passait sur les murs. Elle était passée par mon cabinet. Elle était passée par mon cabinet de psychothérapie. Puis elle attendait. Oh surprise, le mur était décoré. Les sièges étaient décorés. Et là, je me dit, je fais quoi? Je fais oups, et puis je me tais, et puis je vois j'en rigole, et puis j'intègre ça comme en fait un phénomène naturel chez l'enfant, et du coup je lui permets. En tout cas, je crée pas l'interdit et le risque d'empêcher cette personne de se développer dans ce sens-là, ou au contraire, ben, j'agis comme un adulte. Et du coup, je me retrouve devant quelque chose dont je ne me mesure pas les conséquences. Ou plus exactement, à le moment où je le fais, je ne mesure pas les conséquences. Mais après, avec le temps, je t'assure qu'en tant que thérapeute, je mesure bien les conséquences de l'inhibition de la créativité, de l'interdit d'être créatif. Et cette même enfant, donc je l'ai vu grandir, et c'est une enfant qui est un enfant libre, une enfant libre, totalement libre dans sa pensée, avec une très forte personnalité, une créativité débordante. Et aujourd'hui, elle dessine, elle écrit des scénarios, elle fait des vêtements. Elle a 8 ans et c'est hallucinant ce qu'elle fait. C'est un vrai exemple de permission ou de non-permission. Voilà. Et comment on refoule ça en nous? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a pu être inhibé de ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, on emporte les stigmates, parce que on peut dire que c'est une forme de traumatisme de la pensée. Donc, on est souvent marqué par ça ou pas. Alors, il y en a qui ont beaucoup de chance. Ça a été mon cas. Les rebelles, ils ont une chance, ils ont une longueur d'avance sur les autres. Hein. Les rebelles ou les mismatchs? Les deux. Les deux. Et quand tu les combines, alors là, c'est que chaque fois qu'on leur interdit quelque chose, c'est l'occasion de faire quelque chose. Donc ce sont des gens qui sont naturellement portés à la créativité parce que de toute façon, ils sont poussés par l'interdit va les pousser. L'injonction qui les bride va les pousser. C'est manifeste. Moi, ça a été mon cas. Hein, c'est-à-dire que je pense que j'ai développé de la créativité parce que c'était c'est pas permis d'être farfelu. Comme quoi, la rébellion, c'est un vrai moteur quand même. Ah, c'est clair. Il y a une question de, on me l'interdit, donc je vais le faire, et puis je vais prouver à l'autre que je suis capable de. C'est un double moteur, pratiquement. Ben, c'est un moteur. Alors après, il y a plein de choses qui se jouent là-dedans, bien évidemment. Hein. C'est toute la complexité d'être humain qui est derrière. Mais là, je voulais dire, donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a été bridé pour beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour moi, par expérience, cette créativité peut se réouvrir à tout moment dans la vie.
Et je vois dans des gens que j'accompagne ou des gens que je vois passer en formation et qui, par exemple, dans les formations, je travaille avec un centre de créativité où je fais des formations chez eux. Quand on a des gens qui viennent, se disent pas créatifs. Ah oui, ou j'ai un autre exemple, j'ai plein d'autres exemples. Je fais beaucoup de créativité dans le milieu agricole, où je formais des conseillers agricoles à la créativité. Et j'avais des stages de 5 jours où la mission, c'était non seulement faire accéder à la créativité, faire découvrir qu'on était créatif et apprendre des méthodes jusqu'à que les gens, à la fin du stage, puissent eux-mêmes être animateurs de créativité. Donc, c'était un vrai challenge. Ah oui, la barre était mise haute quand même, là. Ah oui, mais j'ai un process qui permet de faire ça, qui permet tu veux, de transformer, de faire basculer jusqu'à être soi-même acteur. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux là-dedans. Il y a le fait de devenir soi-même acteur de la chose, de dépasser ça, ces blocages créatifs. Et puis le deuxième, c'est une transmission de compétences. Donc, ce que tu nous dis là, c'est que, c'est le dépassement de nos capacités de créativité, de les révéler, de les mettre à jour. On les a tous. On les a tous, juste les faire émerger, s'autoriser à, donc un travail sur les croyances quelque part, puis un travail sur je m'autorise, non seulement je dépasse le travail sur les croyances, mais comment je fais pour les exprimer. Il faut avoir des outils pour ça aussi. Ah oui. Et puis la deuxième couche, si moi je devais devenir plus qu'acteur dans ma créativité, mais capable d'animer c'est une transmission de compétences que tu fais là. C'est ce que j'ai fait. Mais c'était très intéressant parce que comme c'était très challengeant, en fait, ça a amené les gens à se dépasser, à faire une série d'expériences de référence fortes, tu veux, d'expériences qu'on appelle expériences essentielles. Mais j'avais des gens dans ces cours-là, j'ai eu très souvent des gens qui arrivaient, leur vision d'eux-mêmes, c'est de dire je suis pas créatif. Leur affirmation, je suis pas créatif. Moi, je suis incapable de faire un dessin, je suis incapable de dessiner, je suis incapable de peindre, je suis incapable d'aligner deux idées. Et puis bon, je dis, comme je connais bien le sujet, je dis ok, donc je prenais les gens. Et puis alors des fois j'avais des gens des groupes très réactifs, donc c'était vachement facile. Mais quand j'avais ce genre de groupe où il y avait des gens qui étaient très inhibés, j'y allais doucement. Et en fait, par une série de déclics, clac, 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 clac. En fait, c'est pas possible, c'est incroyable. Les gens sortaient avec des waouh, avec une série de waouh où ils se rendaient compte que ils avaient un cerveau puissant. Déjà, s'apercevoir qu'on a un cerveau, c'est déjà bien. Mais alors, si en plus il est puissant. Oui, j'irai pas jusque-là quand même. Là, ouais. Mais je pense on n'a pas le mode d'emploi pour l'utiliser. Parce qu'on est né avec, on pense qu'on a le mode d'emploi pour l'utiliser. Et dans ce dont tu nous parles, l'expression de sa créativité, c'est on n'a pas accès. On n'a pas accès parce qu'on l'a refoulé et on n'a pas le mode d'emploi pour la faire émerger. Ce que tu dis que tu pratiques dans les groupes pour aller clac, 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 par des insights progressifs, par des prises de conscience progressives, c'est quoi? C'est des exercices? Des exercices. Il y a une série d'exercices qui vont de choses simples. En fait, le principe maintenant, on peut parler du principe général de la créativité, c'est-à-dire le process, qui sont quasiment que tu vas retrouver. Tu vas le retrouver dans la pensée latérale de Bono, mais tu vas le retrouver dans des méthodes comme le CPS ou le design thinking ou de plein de méthodes. C'est quoi? Tu pars d'une situation, d'un contexte dans lequel tu fais le premier travail de la créativité, c'est faire émerger en fait le problème, le formuler. Non pas pour être scotché dans le problème, mais pour sortir ce qu'on appelle le défi. Le défi, c'est ok, j'ai ce problème. Donc la question, c'est quoi? C'est comment faire pour? Comment faire pour, en fait, sortir de ça? Comment faire pour aller vers telle chose? Alors, tu peut définir aussi l'objectif. Et en ça, la PNL est très intéressante parce que la PNL, chaque fois qu'on travaille sur la notion d'objectif, on travaille sur un comment faire pour. Oui. Ouais. Tu peux nous donner un exemple concret d'un cas qui t'est arrivé où
Non, mais je donne un exemple que les gens pourraient retrouver ça sur Oui, YouTube. que Sur chacun. YouTube. Ouais. Je ne me rappelle plus le titre, mais je pourrais le donner. Il y a quelques années, dans les bidonvilles de, en Sud-Afrique, dans la République sud-africaine, comment s'appelle cette ville-là au Cap, je Johannesburg. crois. Pardon? Le Cap. Johannesburg. Johannesburg. Les townships les townships de Johannesburg. Ils avaient un problème, c'est que il y avait une mortalité infantile considérable par millions, si tu veux, qui constataient, et dont ils avaient compris que la raison était le manque d'hygiène. Ils vivaient sur des bidonvilles, sur des Ouais. poubelles, dans des bidonvilles où il n'y avait pas où la route était pas goudronnée, donc de la boue, des détritus. Bon. Et le simple fait, la recommandation, c'est que le simple fait de se laver et de se laver les mains devrait diminuer le, le problème du manque d'hygiène et donc des maladies qui emportaient tous ces enfants. Mais la question, c'est comment faire pour? Comment faire pour que les enfants se nettoient les mains? Donc, ils ont demandé à des cabinets de créativité de réfléchir à ce comment faire pour. Mais comment faire pour? Parce que la recherche du comment faire pour, c'est une question simple. Tu as un problème, c'est manque d'hygiène égale maladie égale mortalité, et il faut trouver un système pour que l'hygiène rentre dans les habitudes. Et elle passe par se laver les mains. Donc, Des actes simples. elle passe par l'utilisation du savon. Ouais. D'accord? Tout simplement. L'eau et le savon. Et il y a des tas de gens qui ont tenté des tas de choses. Il y a eu des tas de réponses du style il faut donner des cours de vulgarisation, il faut former les mamans, il faut être plus sévère, il faut faire de l'alphabétisation de l'hygiène, si tu veux, faire des affiches. C'est lourd à mettre en place, c'est lourd, c'est complexe. Ça ne marche pas. Non, c'est du raisonnement. C'est du raisonnement, c'est lourd, c'est complexe. Ça n'a pas marché. Des infrastructures, ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas marché. Et il y a un cabinet qui a trouvé une solution qui a marché du tonnerre, extraordinairement bien, de façon extrêmement rapide. C'est qu'il a créé des savons transparents avec un jouet à l'intérieur. Ah ouais. Simple, efficace, génial. C'est absolument fabuleux. Mais c'est le truc. Tout le monde dit qu'il fallait y penser. La créativité, c'est ça, fallait y penser. C'est ça. C'est simple, mais il faut y penser. Il faut y penser. Alors, le passage entre la question, la problématique, la question de défi, le comment faire pour, et puis la convergence, c'est la solution, mais on fait ce qu'on appelle en créativité un détour créatif, qui passe par une phase qu'on appelle une phase de divergence. Et le principe de la créativité, c'est de stimuler le cerveau pour s'échapper justement de ce que l'on connaît, de s'échapper du problème, de s'échapper de la question, et se mettre jusqu'au délire mental, délire émotionnel, pour aller chercher en fait des associations, purement des associations d'idées, donc qui ont le moins de rapport possible même avec le point de départ. Et quand après tu reviens en conduite forcée à la résolution du défi, en fait, tu as un champ de possibles, tu as une nourriture de stimulation cérébrale qui est fabuleuse. Parce que tu vas pouvoir faire de la combinaison, tu vas faire du rapprochement aléatoire, tu vas faire des associations, tu peux faire des clusters d'idées, donc tu peux faire des familles de projets, tu veux. Et là, tu es en plein, tu es dans la démarche créative. C'est là qu'on s'aperçoit que la démarche créative, c'est une démarche d'outils. Il y a des outils pour faire ça. Il y a des outils pour canaliser notre pensée. Il y a des outils pour libérer notre pensée.
Ben oui. C'est nous-mêmes qui nous enfermons. Tu connais cette espèce de diagramme avec où tu as 9 points, un carré de 9 points, et tu dois les relier avec 3 droites ou 4 droites. Oui. Et c'est les règles qu'on s'impose à nous-mêmes qui font qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là. Mais là c'est pareil. Dans les outils que tu dis, tu as évoqué dans ce que tu disais, tu as évoqué le brainstorming, mais un brainstorming non limite. C'est-à-dire, on ne se fixe pas de cadre, on sort des trucs et l'association d'idées après. C'est ce qu'on fait en PNL avec le Walt Disney. Alors, c'est ça. Alors, Disney. Quand on est dans le rêveur du Walt Disney, c'est pas un rêveur raisonnable, c'est un rêveur absolu, c'est un rêveur c'est le rêve qui s'exprime sans limite à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. C'est le rêve au sens de je vais chercher la pensée libre. Je vais pas forcément. Alors, on a plusieurs formes de rêve. Il y a le rêve orienté sur l'idéal. C'est une forme d'orientation. Je cherche l'idéal de ce que j'aimerais vivre, ce que je pense être idéal. Et puis, tu as le rêve, moi, ce que j'appelle le rêve absolu, c'est la pensée libre. Se dire, on peut s'amuser. Je te donne c'est des jeux qu'on faisait quand on était enfant. Je te donne, mettons, bleu. Ça te fait penser à quoi? Ah bah moi, synapse. Synapse, ouais. Synapse, ça me fait penser à neurone. Synapse, ça me fait penser à neurone. Neurone, ça te fait penser à quoi? Ah, cerveau. Cerveau, ça te fait penser à délirer. Délirer, ça te fait penser à quoi? À la philosophie. Qui est forcément à la philosophie. Moi, ça me fait penser à l'ennui, la philosophie. On n'a pas la même vision de la philosophie. C'est pas vrai, j'adore. Et tu vois, en fait, de part en part, de proche en proche, on va se mettre à dériver. C'est ça. C'est donc un arbre de dérive qui part dans tous les sens et qui fait relier nos émotions. Et nos émotions portent la créativité. C'est pas une affaire de logique, la créativité, c'est une affaire d'émotion. Ouais, et puis c'est presque on retrouve presque les connexions intuitives dans la créativité. Tu vois, sauf dans les méthodes, dans ce qu'on appelle les approches créatives, les méthodologies, on le provoque. Ouais. On sait le faire naturellement. Moi, c'est ce que je fais 24 heures sur 24 aux grandes dames de mon époque. Plusieurs fois. Mais parce que ça fonctionne, parce que peut-être que, en plus, je l'ai peut-être un peu trop surentraîné. C'est l'inconvénient d'enseigner la créativité. Mais en même temps, voilà. Moi, je dis, tout le monde sait faire ça. Oui, mais tout le monde ne s'autorise pas à faire ça. Voilà. Tout le monde ne s'autorise pas parce que y a le rapport à la conformité, il y a le rapport aux loyautés d'apprentissage. J'appelle tu es loyal à ce que tu as appris, ton modèle. Tu as eu des mauvaises expériences. On retrouve on retrouve le classique, hein, le classique de la psychologie, c'est-à-dire mauvaise expérience, du coup tu t'interdis à le faire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si je me lâchais? Qu'est-ce qui se passerait? On va me prendre pour un fou. Quelle image les autres vont avoir de moi? Il y a l'image de soi, la peur de se tromper, la peur. On n'a pas que les croyances, on a les croyances et les peurs associées. Tout à fait. Donc on retrouve. Et quand on travaille sur la créativité, c'est très étonnant. C'est pour ça que moi, quand je forme des gens en créativité, j'y vais doucement parce que c'est très bousculant au départ. Ouais. Et c'est bousculant, c'est clair. Tu remets en cause, en fait, une construction. Oui. Ça remet. Ça remonte à longtemps, en plus. Souvent, ça remonte à la naissance. Tu peux le refaire, ça remonte à l'essence, ça remonte même dans la tête des parents. Hein, parce que. Puisqu'ils vont calquer leur vision du monde sur nous. Et leurs interdits. Et leurs espoirs aussi. Bien sûr. Donc voilà. Tu n'es pas fait pour faire artiste, mon fils. Laisse tomber ça, tu n'en vivras pas. Va faire médecin ou avocat. C'est une couche supplémentaire dans l'inhibition créative. Ouais. C'est une couche supplémentaire qui arrive à l'âge de 7 ans.
À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, enfin, entre aujourd'hui 7 ans, on va dire, selon les personnes, entre 5 et 10 ans, cette période-là. Au moment où l'enfant commence si tu veux, à élaborer la notion de futur. D'accord. Le futur, avant, il ne l'avait pas. Cette notion le futur est un concept qui fait partie de la culture, qui ne fait pas partie de la réalité. Tout à fait. D'accord? Donc, au moment projection, c'est une capacité à faire une projection. Oui, qui est très utile et qui est très important. C'est ce qui permet. C'est un des plus forts de l'être humain. Ah ben oui, mais non seulement ça nous permet de faire l'anticipation, ça nous permet d'avoir des objectifs, ça nous permet de nous organiser, ça nous permet de faire des projets, enfin voilà. Donc, bien évidemment, c'est essentiel. Mais je me suis aperçu, et en fait, j'ai aperçu que cette inhibition, non plus de la créativité, mais d'un aspect de la créativité, c'est la capacité ou le droit à rêver, en fait, s'enraye vers l'âge de 7 ans, justement, au moment où l'enfant te dit « Ah, quand je serai plus grand, je serai président. » Et là, le parent dit « Tu sais, bon, il y a beaucoup de candidats, mais il n'y a qu'un seul élu. Hein. » Pas rêver. Et le terme « faut pas rêver », mon fils. Oh, c'est terrible ce terme, il ne faut pas rêver, c'est une horreur. Mais rêvez votre vie, rêvez votre vie. Oh là là. C'est une couche supplémentaire qui vient, en fait, confirmer l'inhibition créative qu'on a pu avoir. C'est terrible, c'est terrible. Moi malheureusement, un grand rebelle comme moi. Ouais, oui. Ou que tu reçois une autre éducation. Moi, je dois avouer que mes enfants, ils ont reçu une éducation un petit peu particulière. Tu les connais un peu. Et la plupart des gens avec qui ils sont à l'école, ils se foutent eux. Mes enfants se moquent un peu d'eux parce que la plupart des gens avec qui ils sont à l'école veulent faire amis. Amis, c'est-à-dire avocat, médecin ou ingénieur. Donc, c'est amis, mais c'est le rêve des parents, amis. Ah ben oui. C'est le rêve des parents. Et eux, c'est le rêve, c'est la peur des parents. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est ce que les parents auraient aimé, bien souvent, ou sont devenus, et qu'ils projettent sur les enfants. Mais c'est pas que le rêve, c'est le rêve qu'ils transposent, mais c'est un rêve qui est associé, qui est basé, qui est construit sur des peurs. Sur des peurs, complètement. La peur de la vie. La peur de l'inconnu. La peur de l'aventure. Oui. Ouais. Bon, mes enfants, on ne les a pas poussés dans cette voie-là. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais le principe, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils s'expriment dans leur passion. C'est la passion qui compte, uniquement la passion. Moi, j'en ai un qui veut faire astrophysicien parce qu'il a une passion pour ça. Je pense qu'il est parti pour longtemps d'études aussi dans ce domaine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de place. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, si c'est ce qui le passionne, il y arrivera certainement à vivre avec sa passion. Et un autre qui veut faire comédien. Donc, là aussi, on l'y encourage fortement. Je crois énormément en lui. Et bon nombre de parents seraient terrorisés par ça. Nous, non, au contraire. C'est sa passion. Il a ça en lui depuis qu'il est tout petit. Et donc, c'est ça qui doit être sa vie. Au moins une partie de sa vie, parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose dans sa vie. Heureusement, on est capable de se renouveler souvent. Et ça, s'il le réalise, ça sera génial. Il est fait pour ça. Et un autre qui veut faire aventurier. Génial. Il est fabuleux. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise s'il veut faire aventurier? J'ai fait aventurier, donc. Voilà. Si on s'entend bien, c'est qu'on. Mais ça ne sera pas le même type d'aventurier. Non, mais ça sera un aussi, ma foi. Et il y réussira très, très bien. Il aura une vie riche et pleine de bonheur et pleine de passion. Alors, il faut que je te raconte comment moi j'ai découvert ça. Parce que c'est très intéressant. En 92, j'étais dans une chambre d'agriculture et j'avais en charge ce qu'on appelle un stage de 6 mois qui était obligatoire pour les gens qui accédaient aux aides de l'État pour s'installer. Ils devaient faire 6 mois dans une entreprise. C'était des conditions pour obtenir les subventions. Et en agriculture, c'était pas une blague parce que sans subvention, tu pouvais, à l'époque, tu n'avais aucune chance de réussir ton exploitation.
à cause de la lourdeur des investissements et tout ça. Bon. Et donc, je recevais les jeunes qui venaient demander un stage 6 mois pour leur trouver un stage et je leur demandais quel était leur projet. Parce que le stage était lié à un projet d'installation. C'était quoi leur projet? Et j'avais grosso modo 4 types de populations. Donc, une que j'écartais tout de suite, qui étaient les non-agriculteurs, les néo-ruraux. Celui-là, il y en a qui étaient des doux rêveurs et que ça marchait pas forcément. Il y en a un autre qui était très sérieux, ça marchait. Mais généralement, il y a quelque chose qui les poussait de l'ordre de l'envie. Mais je vais parler de notre population, la population des fils d'agriculteurs. Celle-là, elle est très intéressante. Et dans la population des fils d'agriculteurs, j'avais 3 catégories mais très nettes de comportement et d'attitude par rapport au projet. Les premiers, ce sont des gens qui venaient avec une passion de s'installer, une passion pour le métier, avec des idées très très claires de ce qu'ils voulaient faire, qui pouvaient être des ruptures par rapport au modèle familial, mais ils venaient avec une vision extrêmement lumineuse. Et quand ils en parlaient à passion, tu les arrêtais pas, il y avait ça pétillait dans les yeux, ils étaient émouvants, et cerise sur le gâteau, ils venaient avec un dossier qui était extrêmement bien étudié. C'est-à-dire que moi, je regardais, comme à l'époque, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, mais j'enseignais la gestion, l'analyse financière, la comptabilité et ces choses-là, donc et la méthodologie de projet. Donc, j'étais en capacité de décortiquer un projet de A à Z. Et généralement, j'avais rien à leur dire, quoi. Et je les envoyais. Donc, je leur demandais, mais quel est le rêve, quel est le stage idéal qu'ils voulaient faire. Mais ils me décrivaient un critère. Généralement, ils avaient des critères très arrêtés, une exploitation très innovante, peut-être qui n'existe pas en France. Je les ai quasiment tous envoyés à l'autre bout de la terre. Au Canada, au Venezuela, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'était hallucinant, hein. Et quand ils revenaient, non seulement leur projet avait encore pris de l'amplitude, ils s'installaient, ils réussissaient de façon exceptionnelle, ils prenaient le pouvoir dans les organisations syndicales dans les 3 ans qui suivaient. Mais ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Il y avait une vision. La puissance de la vision, là. Et donc, une vision, c'est-à-dire, c'est l'équivalent d'un rêve. Clair. Une vision au sens, on peut l'ériger au sens de la notion de rêve. Rêve donc plus moteur, plus. Pas le rêve statique, le rêve dynamique. Messieurs, on avait tous les ingrédients de l'hypermotivation. Ouais. De ce en PNL, on cherche à stimuler, si tu veux, parce qu'on sait très bien qu'un objectif sans motivation, ça n'a aucun intérêt. Rien. Le plus gros du travail, c'est de motiver le client. C'est évident. Quand tu sais, et donc c'est un travail sur le rêve. Ouais. Là, c'est là où encore qu'on rejoint le lien entre créativité et PNL. Ah bah à fond. Et donc, de première population, c'était du pain béni pour moi, bien évidemment. Deuxième population, ce que j'appelais les bons fils de famille. Le bon fils de famille, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la ferme avec son père, qui ni pour ni contre, qui aime bien, c'est naturel, c'est l'héritier, il va reprendre ça, c'est sans question, mais sans génie non plus. Ouais. Donc, il reprend le modèle et il reproduit. Alors, souvent, ça marchait, mais des fois, ça ne marchait pas parce que l'agriculture est soumise aux mêmes pressions d'évolution que le reste du monde. Donc, quand tu as une exploitation… Casser les limites. Non, mais quand tu as une exploitation de mettons, 40 à l'époque, ça pouvait être encore viable, 80, mettons, 60 ou 80 hectares de céréales, et c'était limite, tu reprends ça, si tu passes pas à 200 hectares dans les 5 ans qui suivent, vu l'évolution de l'agriculture, et c'est un peu cette course à l'échalote dans laquelle cette course de vitesse dans laquelle elle est prise, les gens ne tenaient pas. Ceux qui tenaient, ce sont ceux qui avaient quand même qui avaient une capacité d'adaptation à la situation. Qui ne le faisaient pas forcément avec passion, mais qui le faisaient de façon appliquée. Ceux-là, alors, soit ils reprenaient, c'était sans problème, mais ils n'avaient pas forcément un très bon dossier, donc je les aidais à construire un peu mieux leur dossier.
Mais surtout, ce qui se passait, ce qui était très intéressant, c'est que je me rappelle, entre autres, d'une histoire ce qui m'avait beaucoup touché, d'un jeune qui reprend l'exploitation familiale. Et je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment faire ça? Je dis, bon, en calibration à la PNL. Je lui dis, t'es sûr? T'es vraiment. J'étais pas, il était pas contre, mais il était pas, non, c'était pas la grande excitation. J'ai dit, bon, et j'avais toujours le réflexe dès 92, je disais, mais est-ce que tu as une passion? À quoi tu te passionnes dans la vie? Et je faisais toujours ça. Alors, pour certains, c'était le théâtre, pour d'autres, c'était d'autres choses. Et puis lui, il me dit, ma passion, c'est l'élevage de pigeons de collection. Alors, je lui dis, tu veux bien m'en parler? Et alors là, il est parti, il est parti. Je ne l'arrêtais plus. Et à un moment, je lui dis, stop, je l'ai arrêté parce que quand même mon timing à respecter. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as déjà pensé à mettre ton élevage de pigeons voyageurs, pigeons de collection, comme un atelier de production de ta future exploitation? Et là, un blanc. Il reste comme ça. Il me dit, il bégaye, il bug. Il me dit, c'est possible? Ben, je lui dis, qu'est-ce qui t'en empêche? Oh, mais si c'est possible, mais c'est extraordinaire. Mais si tu veux, on regarde ensemble. Et j'ai refait tout le dossier avec lui en intégrant l'atelier. Parce que bon, quand tu mets un atelier supplémentaire, c'est-à-dire que tu regardes la rentabilité de l'atelier, l'impact sur la trésorerie, l'impact sur le temps de travail. Donc, tu trouves tout des tas de solutions intermédiaires, tu changes la technologie, tu changes. Donc, on refait tout le projet, quoi. Mais là, tu intègres une motivation. Ça vaut le coup de le faire. Et ces gens-là rejoignaient la première catégorie. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dans cette citation de Confucius, fais de ta passion ton métier, tu ne travailleras jamais. Ben, c'est ce qu'on a fait. Ben oui, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et c'est ce que je pousse les gens à faire. Hein. Moi, ce qui me motive dans mon boulot, tu le sais, je te l'ai déjà dit 10 000 fois, c'est pousser les gens à trouver leur espace de liberté. Leur expression de liberté. Et c'est exactement ce qu'il faut faire passer comme message. C'est exactement ce qu'il faut faire passer. Moi, je dis toujours à tous les gens que je croise, ne travaillez pas. Vivez de votre passion. C'est pas la même chose. Si vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, passez à autre chose. La vie est trop courte pour faire des choses qui ne nous passionnent pas. Il faut être dans la passion de ce que l'on fait. Mais tout peut être passionnant. Ça dépend de ce qu'on y projette dedans. Ouais. Ça va loin, Philippe. Ça va loin parce que si tu fais des choses avec passion et qu'il t'arrive des accidents comme c'est nous arrivé avec mon épouse où on a eu des confitures d'entreprise, tu peux te retrouver sans avoir beaucoup de moyens financiers, mais étant très heureux de vivre ce que tu vis. C'est tout à fait supportable. Oui. Par contre, si tu fais un métier que tu n'aimes pas et qui se passe pas bien et tu gagnes pas d'argent, alors là, tu descends en enfer. C'est terrible, c'est l'enfer sur terre là, à ce moment-là. Mais c'est horrible. C'est ce qui risque de se produire dans la situation. On est en pleine situation de coronavirus là. C'est exactement ce qui risque de se produire. Bon nombre de gens risquent de perdre, des entreprises risquent de fermer, bon nombre de gens risquent de perdre leur emploi. Et s'ils ne sont pas dans quelque chose qui est fortement ancré en eux, quelque chose qui les porte dans la vie, c'est le moment justement d'utiliser peut-être des outils de créativité pour voir clair dans ce qu'ils veulent vivre. Ils ont comment le faire. C'est clair. Qui peut être un moment de désarroi absolu, peut devenir un moment d'opportunité. Moi, j'en suis persuadé. Alors, la troisième catégorie, je ne t'ai pas présenté la troisième catégorie, c'était ce que j'appelle, moi je les appelais les laisser pour compte ou les sacrifier. C'est dur. Alors, non, mais tu vas voir. C'est dur, mais tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'il arrivait et c'était une caricature. Cheveux gras, des marbrures sur le visage, la tête rentrée dans les épaules, totalement inhibé, dans un état d'inquiétude palpable, les mains moites.
Mais je dis, c'est tellement caricatural que moi, j'en étais étonné. Et donc, je les faisais s'asseoir, je prenais le temps de les mettre en confiance, qu'on ait un rapport, comme on dit en PNL, hein. Mais là, c'est vraiment essentiel. Et je leur demandais de m'expliquer que c'est quoi leur projet. Puis comme d'emblée, je savais qu'il y avait un problème, parce qu'à la calibration, ça se percevait. Donc, il m'expliquait un projet qui tenait pas debout. Et je dis, mais très vite, je dis, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Il dit, non, 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 non. Mais qu'est-ce qui fait, qui c'est qui veut que tu fasses? Mais j'ai pas le choix. Ils me disaient tous, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Et comment je dis, qu'est-ce qui fait que tu peux pas le faire autrement? Ben, vous rendez pas compte si je fais le pas, c'est une catastrophe pour ma famille. Donc, je passe les détails parce que il y avait des paroles assez caricaturales de ce type-là. Et en fait, je m'apercevais que c'était des gens qui étaient obligés de reprendre l'exploitation familiale au nom de l'héritage. C'est ça. De l'arrière-grand-père, du grand-père, du père, et que c'était obligé. Mais il y a absolument l'individu était complètement nié. Il était sacrifié au nom du système. Quel poids pèse sur vos épaules? Mais est-ce qu'il vous appartient déjà? Est-ce que vous l'acceptez? Et l'accepter alors qu'il ne vous appartient pas, c'est quand même très compliqué. Et voir d'autres possibilités, c'est ça que peut apporter la créativité. Ouvrir la porte des possibles dans ce domaine-là. Mais écoute, parce que il y avait une composante supplémentaire pour revenir à la notion de rêve. Je leur disais, mais ok, et qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Parce que je posais toujours la même question. Et là, surprise, j'ai pas de passion. Est-ce que tu as un rêve? Rêve, chercher. Il trouvait pas de rêve. Il trouvait pas de rêve. Mais de toute façon, j'ai pas le droit. Je peux pas faire autrement. Il se disait anglais. Alors, à l'époque, j'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui. Je savais pas forcément comment gérer ça. La seule chose que je faisais, c'est que j'allais voir les parents. Je leur dis, vous êtes en train de sacrifier votre enfant. Je me faisais jeter dehors. Oh oui, clair. Ah ouais, parce que j'ai eu des ennuis, bien sûr, mais c'était. Et il allait au casse-pied parce que le résultat, c'est quand on les laissait passer ces gens-là et qu'on les amenait quand même à s'installer, là, contrairement aux premiers groupes, 3 ans après, ils étaient en agriculteur en grande difficulté. Seulement 3 ans après. Ouais, mais ça ne peut pas fonctionner. Mais tu sais, cette interdiction de rêver, cette interdiction au rêve, on le voit, nous, à Synapse, avec Virginie, on offre chaque année une formation qui est totalement gratuite, qui est pour les jeunes, qui est pour les jeunes adultes. On prend entre 16 et 20 ans. On fait des classes de 25 personnes à peu près là-dessus, 25 jeunes qui sont avec nous, qu'on accompagne pendant 8 jours intenses. 8 jours, ils vont faire à la fois de la PNL, à la fois de l'hypnose dedans. Ils vont plus loin que ce que vont les adultes dans des cursus PNL. On les amène beaucoup plus loin que sur un praticien PNL avec des outils qui sont plus adaptés, c'est-à-dire des outils dont ils ont besoin pour choisir leur vie, pour être utilisés dans leur vie avec une grande efficacité. Et il y a un moment où on leur pose cette question, où on attaque le rêveur. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Eh bien, chaque année, c'est la même chose. À chaque fois qu'on organise, c'est la même chose. Il n'y a pas de rêve. Il y a déjà dans la tranche 16 ans, 20 ans, il n'y a plus de rêve. Ils sont plus autorisés à rêver. On leur a interdit, de toute façon, c'est pas possible. Quand on arrive à les faire pousser, on leur dit, mais de toute façon, c'est pas réaliste, c'est pas possible. On passe énormément de temps à lever ces interdits, à les amener. Le rêve, ils l'ont en eux, mais il est tellement enfoui, c'est tellement profond, pour le faire sortir de sous ces strass de croyances limitantes qui sont pas les leurs. C'est pas eux qui les mettent, c'est les autres qui les mettent pour eux. Et c'est compliqué de le ramener à la surface. Et qu'ils s'autorisent à rêver, mais c'est terriblement douloureux pour eux. Et quand le rêve est sorti, là, par contre, c'est génial. Ah ben là, on peut faire autre chose. Ouais. Mais si tu veux, c'est là où ma découverte de cette notion de l'installation, la création du rêve se fait entre 5 ans et 10 ans. Elle est fondamentale. À 16 ans, après, elle est déjà installée, c'est déjà refoulé. Hein. Non, après, si tu veux, quand je suis sorti du domaine de l'agriculture et puis je me suis installé comme coach et entre autres, je m'étais installé sur mon premier boulot, c'était coach d'orientation.
C'est justement aider les gens à faire l'alignement entre le projet de vie et le projet professionnel. Donc, j'ai là reçu des tas de gens qui étaient en panne, qui ne pouvaient plus faire le boulot qu'ils avaient fait pendant 10 ans, mais qui n'arrivaient pas à passer à autre chose, à un projet personnel, parce qu'ils étaient totalement. Il me dit, quand je leur demandais, mais qu'est-ce que vous imaginez pour le futur? Donc, les questions, elles étaient soft au début, puis après, je suis allé plus loin, mais si vous rêviez votre vie idéale, ça serait quoi? Et là, le blanc, ou tableau noir, comme tu veux. Et alors, donc, quand je me suis aperçu qu'ils étaient, ce que j'ai appelé le syndrome de la double panne, je peux plus rester dans le métier que je fais et je peux plus continuer la vie. Je suis apathique par rapport à la vie que j'ai. C'est la première panne. Et la deuxième, je peux pas rêver. Je m'autorise pas à rêver. Et là, donc, forcément, on est bloqué par rapport au futur. Tu sais très bien que c'est un des débuts ou un des symptômes majeurs de la dépression et qu'il faut vraiment agir. Forcément, donc, je me tournais vers le passé. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma tête, j'ai raisonné comme ça. Donc, j'ai fait des réemprunting. Je remontais. Et puis, en fait, je me suis aperçu que c'est une vie d'interdiction. Et souvent, l'interdiction, elle s'arrêtait à l'âge de 7 ans ou 6 ans. J'ai dit, et c'est là où j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, ben, OK, là, il y a quelque chose à creuser. C'est là que ça se rive, c'est là que ça se met en place les premières. Voilà. Tout à fait. Et c'est un bouclier après à dépasser ça. Parce qu'elle se consolide avec le temps. Et comme toute croyance, si je ne suis pas capable ou que je n'ai pas le droit, ça va se renforcer avec le temps. Parce que tout va prouver que ça va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens qui vont être dans une situation un peu comme celle que tu décris, qui vivent leur vie avec souffrance, qui font quelque chose qui est plus alimentaire que quelque chose qui est passionnant, quelque chose qui vont être dans une période de remise en question, où oui, certains vont perdre leur emploi, d'autres vont avoir leur petite entreprise qui vont capoter. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer là, comme façon de penser, comme exercice? Peut-être on fera une autre émission là-dessus, mais sur quoi, avant cette autre émission, ils pourraient travailler pour se poser les bonnes questions, se poser les questions qui pourraient ouvrir le champ à leur créativité. Pour tous les gens qui sont enfermés dans une vie qui est pas la leur, ce troisième cas que tu disais. Ce troisième cas où c'est les responsabilités qui nous poussent à ce qu'on prend pour des responsabilités, ce que l'on prend pour des responsabilités, et qui ne sont que parce qu'on y adhère. Alors, si on regarde le volet thérapeutique, si on aborde ça par le thérapeutique, c'est un travail sur quelque part la réautorisation. C'est permettre aller travailler sur les réautorisations. Donc, il faut remonter à très très jeune dans l'enfance et amener une guérison, enfin un soin à l'enfant intérieur. Donc, on peut le faire par la réemprunting, on peut le faire par de différentes techniques qui permettent que la personne s'autorise à elle-même, c'est-à-dire que l'adulte autorise à l'enfant. Et là, ça veut dire un accompagnement, ça veut dire que la personne ne peut pas faire ce travail toute seule. Qu'est-ce qui serait possible de proposer? Moi, j'ai bien une idée, mais tu as sûrement t'es plus spécialiste que moi sur la créativité, tu auras plus d'outils. Moi, j'irais bien sur une pensée latérale, j'irais bien sur quelque chose qui est se poser la question, OK, je suis plombier, peu importe le métier que je fais. Dans ce métier-là que je fais, je suis confronté à des difficultés. Je suis pas passionné par ce métier. Et j'aurais envie d'aller vers quelque chose qui me porterait plus. Alors, je sais pas, si je change de cadre, par exemple, si je change le cadre de mon métier, si je change le cadre de ma vie, si j'ai pas les responsabilités que j'ai et que je me situe dans un autre cadre. Par exemple, je suis bûcheron dans la forêt tout seul, tout isolé. Comment, en étant confronté à des situations similaires, je pourrais à ce moment-là les résoudre? Quelles seraient les méthodes que j'emploierais pour résoudre ça? Si je change de cadre par rapport à ce que je vis aujourd'hui, que j'extrapole ce que je vis dans d'autres domaines. C'est un exercice de pensée latérale. Par exemple, pour une entreprise qui a plus de clients. Une entreprise qui se retrouve avec je n'ai plus de clients. Là, je suis dans ma vie, je suis dans ma passion, mais d'un coup, j'ai plus de clients en face.
J'avais des commerciaux qui travaillaient avec moi, j'ai plus de clients. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter? Alors, je peux faire une analogie avec un feu de cheminée. Le feu de cheminée, il n'y a plus de flammes. Les flammes diminuent parce que dans l'autre cas, c'est mes clients qui diminuent. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter du bois, avoir plus de produits à vendre. Je peux agrandir le foyer, faire rentrer plus d'air dans le foyer, peut-être embaucher des nouveaux commerciaux qui sont plus performants ou motiver plus mes commerciaux. Tu vois, faire des analogies avec un autre secteur, le feu de cheminée pour une entreprise qui en manque de vente, ça peut être des choses que je peux transposer. Alors, il y a une technique qu'on utilise en créativité, c'est l'identification des fonctions. C'est-à-dire, on prend son métier, on peut prendre son métier, et quelles sont les fonctions qu'il y a dans mon métier, dans lequel je suis compétent. Oui. On fait l'inventaire de toutes les fonctions qui sont. Donc, on décontextualise, si tu veux, et on extrait les fonctions, et on dit, mais ces fonctions-là, dans quel métier elle pourrait s'appliquer. Donc on fait une translation de compétences et de fonctions et donc de compétences. Ouais. Alors après, la question, c'est de savoir quels sont les métiers qui m'intéressent. Voilà. Donc, et quelles fonctions je pourrais apporter dans ce métier? C'est là où le travail sur Quelles fonctions j'ai déjà? C'est là le travail sur le rêve de sa vie est important. Souvent, l'exercice que je fais faire aux gens, c'est de dire, voilà, imaginez que vous allez vivre 120 ans et que, donc, une très grande vie, une très longue vie. Il y a pas de, je leur dis de faire ça pour qu'il n'y ait pas de limite de temps, pour qu'on ne soit pas programmé à mourir à 70 ans, quoi, ou à l'âge de la retraite. Je ne prends jamais l'âge de la retraite. Je ne dis pas des gros mots. Je m'amuse jamais à ce genre de programme. C'est des gros mots, ça. Arrêtez de s'amuser. Pourquoi arrêter de s'amuser? Voilà. Quand on vit de sa passion, on s'amuse tout le temps. Donc, pourquoi arrêter de s'amuser? On s'amuse tout le temps. La retraite, c'est un gros mot. Et je prends 120 ans parce qu'aujourd'hui, on dit que biologiquement, on serait programmé pour vivre au moins 120 ans. On a cette capacité. Mais bon. Ça me plaît bien. Est-ce que c'est de l'ordre de la croyance urbaine ou est-ce que c'est de la réalité? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Et je leur dis, mais faites l'inventaire de tout ce que vous voudriez idéalement avoir vécu, fait, obtenu, créé pendant votre vie, en désordre. Et particulièrement dans tout ce qui vous passionne, dans tous les centres d'intérêt que vous avez. Et faites l'inventaire de toutes ces passions, ces intérêts, petites ou grandes. Vous vous passionnez pour le bateau, vous vous passionnez pour le jardin, vous vous passionnez pour la philatélie, vous vous passionnez pour la cuisine, vous vous passionnez. Voilà. Et dans tous les domaines de passion, qu'est-ce que vous voudriez avoir fait d'excitant, de sympa, d'exceptionnel? Et cochez les cases. Qu'avez-vous réalisé? Voilà, un peu. Il y a une autre technique, c'est la liste il y en a qui s'amusent à faire ça, la liste des rêves, des projets à réaliser pendant sa vie. Ouais, ça c'est fait. Challenge. Et puis après, j'ai un copain qui fait ça. Et il avait mis dans sa liste traverser l'océan. Ah, il l'a fait. Faire un tour de toute l'Angleterre en camping-car. Il a fait. Là, il était parti pour faire le parcours de Compostelle, enfin le chemin de Compostelle, de A à Z pendant 2 mois. Le coronavirus, le confinement l'a arrêté. Il a un peu arrêté là, oui. Il a un peu arrêté, il a été obligé de revenir sur Paris. Mais lui, il passe sa vie à cocher, chaque année, il coche 2 ou 3 cases comme ça. Voilà, donc c'est un état d'esprit en même temps. Moi, je trouve qu'il est inspirant, ce gars-là. Réaliser ses rêves, c'est une base, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, donc, je leur dis de faire ça. Il est inspirant. Et puis, à partir de là, soit il se dessine un projet de vie, une sorte de chemin où je pourrais commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et surtout, je dis, mais là-dedans, on va trouver le point commun, quelle est l'activité ou le domaine qui revient le plus souvent. Et c'est dans ce domaine que le métier du rêve existe. Tout à fait. Là où ça se croise. Là où ça se croise. Et quand on le trouve, en fait, toutes les fonctions qu'on a
qu'on a exercées, qu'on a pu ourder, qu'on a pu nourrir dans un métier même qui ne nous plaisait pas, elles deviennent en fait de l'or voilà. Ça, il y a un diagramme, c'est un nom japonais, c'est un diagramme de compétences ou domaine de vie, professionnel, compétences. c'est ça. Pardon, je t'ai pas entendu. On appelle l'ikigai. L'ikigai. J'adore ce diagramme de l'ikigai qui est vraiment évocateur de ce que c'est, quoi. Alors moi, j'ai travaillé sur on se réalise là. Et on apporte au monde. Quelque chose d'équivalent qui était la boussole, parce que j'avais été formé à une méthode qui s'appelle le news coaching, puis après j'ai laissé ça, et j'ai développé un autre modèle qui est le Realis System, réalise de se réaliser système, et j'ai volontairement choisi en fait un modèle non pas à 4 branches comme l'ikigai ou comme la boussole, mais à 5 branches, parce que c'est beaucoup plus représentatif de la vie. La vie est construite sur un schéma impair, sur une asymétrie. Et quand tu prends des modèles à 4 entrées, tu travailles sur des modèles symétriques. Oui. Alors que la vie est asymétrique. Donc, volontairement, je suis parti sur un modèle asymétrique qui me donne beaucoup plus de richesse. Et j'ai découvert que c'était beaucoup plus créatif du coup. D'accord. Comment il s'appelle ton modèle? Parce que il m'intéresse. News coaching. Le mien, mon modèle à moi. À 5 branches. Realis System. Je l'ai pas publié celui-là. Ah, c'est dommage. Je pourrais le publier parce que je l'ai même écrit. J'ai écrit 450 pages sur le sujet. Donc, tu devrais le publier. C'est dommage d'avoir un tel domaine d'expertise et de ne pas le faire profiter. Ah, mais ça, c'est moi. Tu vois, toi, tu es un super cadre du marketing et du commerce. Moi, je suis un artiste un petit peu là, de ce côté-là. Mais bon, nos alliances, ça peut peut-être matcher. Ah là, il faut publier ça. Attends, 450 pages là-dessus et le laisser dormir dans un tiroir. Non, et surtout, c'est un super outil. Non, et donc, pour les gens qui nous écoutent, qui vont regarder ça, se dire, moi, je dis, mais faites quelque chose de simple. Prenez une grande feuille de papier, une grande feuille, la plus grande, à la limite, la plus grande possible. J'en dis, quand je dis feuille de papier, c'est un format raisin, hein, des grandes feuilles de 80 par 60, voire plus grandes. Récupérez tous les journaux avec des photos que vous pouvez, qui traînent chez vous, que vous récupérez chez vos copains, et puis commencez à identifier toutes les comment dire, en feuilletant, vous arrachez les pages qui correspondent à des choses que vous avez envie de vivre dans votre vie. J'ai affiché le modèle de l'ikigai. Du coup, avec tout ce que vous allez sortir, donc vous allez peut-être, vous voulez comme mon copain traverser l'océan, faire le tour du monde, monter en haut du Kilimandjaro, manger au moins une fois à la Tour d'Argent, je sais pas, des petits rêves, des petits plaisirs comme des grands ou des grands challenges comme monter en haut de la nature nord, je sais pas. Mais il n'y a que le rêve qui nous porte. Il n'y a que ça. C'est aller d'un rêve à l'autre. La règle, c'est de s'autoriser tout. Oui. C'est ça. Parce que d'abord, il n'y a aucun risque à le faire. Donc, toutes ces inspirations, toutes ces envies, vous les sortez, vous faites un grand tas de photos, vous les découpez soigneusement et vous faites un montage artistique qui va être la représentation de votre vie réussie. Dans cette image, elle sera déjà en fait inspirante pour votre cerveau parce qu'elle va guider votre cerveau vers son chemin. On sait que très bien, en PNL, on le dit souvent, et je pense que tu le dis souvent à des gens que tu enseignes, le cerveau n'atteint pas un objectif, il suit une direction. Donc, c'est notre rôle en conscience, enfin en tout cas notre pouvoir en conscience, de donner une direction à notre cerveau et à notre corps et à notre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ça. À partir de là, va émerger des possibles de métiers. Et du moment que vous allez vous mettre dans cette dynamique-là,
Du moment qu'on est dans cette dynamique-là, il y a plein de choses qui vont se générer. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire quelque chose qui est génératif. On se met dans un état d'avancée, on est moteur, on avance en suivant nos rêves, pas ce qui nous rebute, en s'alignant sur nos émotions. Et ça va faire des vagues autour de vous qui reviennent vers vous après. C'est le principe de Serendip, c'est génératif. Alignez-vous avec vos émotions et avancez, et puis ça vous donne. Et le tableau que tu disais de faire, cette composition artistique à partir de nos rêves, pourquoi ne pas l'afficher à un endroit où on le voit en permanence pour se rappeler tout le temps? D'où l'importance d'introduire la notion d'esthétisme. C'est-à-dire, il faut travailler ça comme un collage artistique. Alors moi, ce que je donne comme consigne quand j'accompagne les gens, parce que c'est une des parties du travail de coaching d'orientation avec le modèle Réalise, faites en sorte que sur votre feuille, il n'y ait plus une once de blanc. Toute la feuille doit être couverte, parce que votre vie de toute façon va être que vous ayez choisi ce qu'il y aura dans votre vie ou que vous n'ayez pas choisi, ça sera rempli. Autant que ce soit notre choix. C'est exactement ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. Mais on arrive au bout là. Ok. On arrive au bout. Et on se donne rendez-vous pour une suite. Après, je pense qu'il faut aller plusieurs suites, beaucoup de suites. Plusieurs suites. Déjà sur la créativité, on pourrait aller plus loin. On pourrait conclure, comme tu peux le comprendre, que la créativité, c'est bien sûr une méthodologie, c'est des outils. On a donné quelques techniques, quelques suggestions de techniques, mais c'est un état d'esprit. C'est un mindset qu'il faut développer, qu'il faut accepter de développer, que l'on a tous en potentiel, en germe, okay, mais qui, pour des X raisons, est en sommeil. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, tu l'as bien dit, c'est un mindset. C'est une façon de voir le monde, une façon de penser. Une façon de se comporter. Parce que la pensée, si elle ne débouche pas sur des actes, si elle n'est pas transcrite en acte, elle ne sert à rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te dis à bientôt. Mais super, mais j'étais vraiment ravi de cet échange. À très bientôt. À bientôt.